Audace. Place à l'audace. Au travail, en famille, dans nos projets ou dans nos rêves, peut-on réellement concilier ambition et épanouissement personnel ? Comment s'aligner pour mieux briller ? Chaque vendredi, dans Audace, j'invite des personnalités passionnées à partager leurs aventures, leurs réflexions, leurs défis et leurs moments clés. Qu'ils soient artistes, entrepreneurs, sportifs, experts ou anonymes, tous nous montrent que prendre des risques, oser être audacieux, se réinventer ou simplement croire en soi peut véritablement transformer nos vies. Trop souvent, j'ai rêvé que mes échanges puissent être entendus par le monde entier. Qu'une phrase, qu'un mot glissé à un moment particulier dans la vie de quelqu'un puisse l'aider ou l'inspirer. Aujourd'hui, grâce à ce podcast, j'ai le privilège de rendre cela possible. Je suis Chloé Junico, bienvenue dans Audace, un podcast indépendant. Aujourd'hui, préparez-vous pour un moment 100% inspirant et motivant, car on accueille une véritable star de l'athlétisme belge, Camille Loos. Alors, comment concilier passion, performance et vie perso ? Quels sacrifices faut-il faire pour toucher les sommets ? Et surtout, quelles leçons retenir pour croire en soi et repousser ses limites ? Dans cet épisode, Camille nous dit tout. Depuis ses 14 ans, sa passion pour l'athlétisme a été son moteur, lui permettant de faire des sacrifices et de se consacrer pleinement à son sport. Mais Camille, c'est aussi une femme qui a su trouver l'équilibre entre le sport et les études, en gardant toujours en tête l'importance d'un plan B pour préparer son avenir. Guidée par des valeurs familiales très fortes, comme la persévérance et la tolérance, Camille puise dans le soutien de ses proches une énergie précieuse. Et dans sa vie personnelle, elle partage une relation inspirante avec Kevin Borlée, qui est lui-même qui était athlète de haut niveau. Il vient de prendre sa retraite. C'est son partenaire et son allié dans le quotidien exigeant du sportif de haut niveau, et ce, depuis de nombreuses années. Récemment, Camille a relevé un défi de taille, passé aux 800 mètres, qui n'est pas sa spécialité de base. C'est une transition audacieuse qui l'amène à repousser ses limites. Elle nous partage également ses astuces pour gérer le stress et la pression, tout en préservant son bien-être grâce notamment à une approche équilibrée de la nutrition. Enfin, je vous invite vivement à suivre Camille sur les réseaux sociaux. Elle les utilise pour partager son histoire avec authenticité et inspirer sa communauté. Préparez-vous à une conversation riche en émotions et en enseignements. Camille Loos incarne la détermination, l'équilibre et la passion. Pour découvrir davantage les coulisses d'Audace et plonger dans ma vie de podcasteuse, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube, Chloé Junico, ou encore sur tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis bien active. Et si vous pensez à une personne inspirante qui aimerait partager son histoire dans un prochain épisode, ou si vous-même vous voudriez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mentionnée en barre d'infos. Je me tais et je laisse place à ma conversation. Restez bien jusqu'à la fin, il y a des petites questions bonus qui, je sais, d'après vos retours, vous plaisent toujours beaucoup. Bonne écoute. Bonjour Camille. Bonjour. Je suis super honorée de t'avoir sur le podcast. Merci. Quand j'ai pensé au podcast Audace, j'ai pensé à toi. T'es une des femmes à laquelle instantanément j'ai pensé. Avant toute chose, je vais te laisser te présenter. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, nous dire qui tu es dans les mots que tu veux. Ok, je m'appelle Camille Loos, j'ai 31 ans et je suis athlète professionnelle. Donc j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. J'ai toujours adoré courir depuis que je suis toute petite et depuis 2019, je suis athlète de haut niveau, donc sous contrat et je cours le plus vite possible pour représenter au mieux la Belgique dans les championnats internationaux et voilà, c'est vraiment une passion et c'est un rêve qui est devenu réalité. Tu peux nous dire quel genre d'enfant tu étais ? J'étais un garçon manqué, c'est-à-dire que dans la cour de récréation, j'étais tout le temps en train de soit jouer au foot ou en train de courir, plus souvent avec les garçons qu'avec les filles. J'ai toujours adoré le sport et je me rappelle du moment où j'étais en maternelle et où je me suis rendu compte que je courais plus vite que les autres. Je faisais des allers-retours dans la cour de récréation et je me rendais compte qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait quand je courais, comme un feu en moi.
Et pourtant, j'ai commencé tard l'athlétisme, seulement à 14 ans. Avant ça, je faisais de la gymnastique et d'autres sports. Mais vraiment, depuis toute petite, je ressens quelque chose de spécial quand je cours. Est-ce que c'est d'être plus rapide que les autres? Oui, c'est sûr qu'il y a cet instinct de compétition que j'ai souvent eu dans tous les jeux, quand j'étais avec mon frère, quand je jouais au foot. Ça a été toujours très présent. Mais aussi ce feeling que j'ai quand je cours, qui me procure énormément de plaisir et qui m'anime en fait. C'est quand je cours, il y a quelque chose de spécial qui se passe et le fait de se repousser ses propres limites physiques, mentales, et puis d'essayer d'être sans cesse meilleur que soi-même et meilleur que les autres aussi. Donc c'est tous ces aspects-là qui m'animent vraiment. T'as juste un frère? Vous êtes deux? J'ai un frère et une sœur, mais je suis la plus âgée. Ils sont aussi dans le monde du sport? Pas vraiment. Mon frère faisait du foot. Et ma petite sœur, elle est pas super sportive, elle adore la danse, mais elle est plutôt musicienne, elle est dans le piano, enfin elle fait du piano. Par contre, mon papa, lui, était sportif. Il a été champion de Belgique de boxe française. Donc lui a toujours été un grand sportif. Ma maman adore le sport aussi. Et mon grand-père, lui, est aussi très sportif. Il fait beaucoup de vélo. Il a presque 80 ans et il fait encore parfois 100 km à vélo. Donc, c'est vrai que le sport est quelque chose qu'on apprécie vraiment dans la famille, mais il n'y a jamais eu d'athlète professionnel dans la famille. Oui, jusqu'à toi. Voilà. Une famille qui t'a beaucoup poussé, beaucoup soutenu? Oui, mais ils m'ont toujours encouragée à faire ce que j'aimais. Donc, au début, c'était juste faire du sport parce que c'était bon pour la santé, pour le développement physique. Mais après, ils m'ont jamais poussée à faire un sport en particulier. Et c'est grâce au cross interscolaire que j'ai découvert l'athlétisme. Et donc, c'est quelqu'un qui a vu que j'avais gagné le cross et donc qui m'a dit, il faut vraiment que tu essayes l'athlétisme. Donc, j'ai été faire mon premier entraînement quand j'avais 14 ans. Et tout de suite, j'ai accroché. Et mes parents m'ont toujours encouragée et soutenue dans ce projet parce que forcément, avant d'être professionnel, il faut pouvoir financer tout ça, les stages à l'étranger. Et donc, j'ai de la chance d'avoir eu des parents qui m'ont soutenue et qui m'ont aidée aussi émotionnellement parce que c'est pas tous les jours des victoires, bien au contraire. Et donc, d'avoir ce soutien moral-là et financier, forcément, ça m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Alors, c'est indéniable, t'as énormément de talent, mais il y a aussi beaucoup de travail. D'après toi, qu'est-ce qui t'a amené au plus haut niveau? Ce talent ou ce travail? Ou peut-être un peu des deux? Non, comme tu dis, je pense qu'il y a des deux. Je me rappelle qu'à 14 ans, quand j'ai découvert ce sport, je me suis mise un peu de côté par rapport aux autres jeunes de mon âge parce que à cet âge-là, on a juste envie de sortir, s'amuser, boire. Et en fait, moi, tout ce qui m'intéressait, c'est d'être performante aux entraînements et en compétition. Donc déjà là, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de mes amis qui essayaient de fumer. Moi, ça m'intéressait pas du tout parce que j'étais déjà passionnée et j'avais cette envie de réussir. Et je savais que pour réussir dans ce sport, il fallait une hygiène de vie irréprochable et une discipline. Et donc, on parle souvent de sacrifices, mais en fait, j'ai jamais vu ça comme des sacrifices parce que l'objectif et le rêve est tellement grand que c'est juste un processus dans lequel je me mets pour atteindre mes objectifs. Et donc, voilà, c'était pas un problème pour moi de pas sortir le vendredi soir parce que j'avais entraînement le samedi matin. J'étais plus heureuse d'être en forme le samedi matin pour mon entraînement que si j'avais fait une sortie la veille. Et donc, je pense que pour réussir, d'abord, il faut être passionné par ce qu'on fait. Parce que, comme tu l'as dit, c'est pas toujours facile. Il y a des obstacles et la passion permet vraiment de surmonter ces obstacles et de rester persévérant en fait. Et puis, je crois qu'il faut même plus de travail que de talent. Alors forcément, le talent, il est important pour atteindre des niveaux comme les Jeux Olympiques, mais s'il n'y a pas de travail derrière, ça va être compliqué d'atteindre des niveaux comme ça. Il y a le travail physique et il y a le travail mental, et c'est un travail qui doit être fait au quotidien. Il faut vraiment incarner ce sport et les objectifs et les rêves qu'on a pour pouvoir en fait se donner les moyens tous les jours. Je remonte un peu à ta scolarité. Donc, tu as eu une scolarité générale, en tout cas jusqu'en humilité. En humilité, pareil, tu as commencé le sport déjà intensif, j'imagine, plusieurs entraînements en semaine, les compétitions. Tu as gardé une scolarité classique, on va dire. Et ensuite, tu as fait des études plus poussées. Oui, donc j'ai toujours une scolarité générale. Parfois, j'avais des petites adaptations d'horaire. Donc, de temps en temps, l'école était un peu plus flexible avec moi si j'avais un entraînement qui était important ou une compétition. Ensuite, après mes humanités, j'ai fait l'ICHEC,
Et j'avoue qu'au début, j'ai commencé en cours du jour. Mais étant donné que je suis rentrée à ce moment-là dans le groupe de Jacques Borlé, un groupe professionnel, sans être déjà professionnelle moi-même, du coup les horaires étaient compliqués parce que les athlètes pros s'entraînent en journée, puis ils vont chez le kiné, on part beaucoup en stage, et donc j'avoue que j'avais mis un peu l'école de côté. J'étais toujours inscrite, mais j'étais pas très impliquée dans les cours. Et puis c'est finalement dans la filière de cours du soir, qui est aussi à l'ICHEC, que j'ai pu trouver le bon équilibre entre le sport et les études. Et donc, j'ai fait tout mon cursus en cours du soir jusqu'au master. Et là, après, j'ai fait tout d'une traite et c'était beaucoup plus facile à gérer parce que je pouvais aller m'entraîner la journée, éventuellement aller chez le kiné. Et puis, le soir, j'allais au cours et donc, tout était bien équilibré pour réussir les deux. Ouais, intensif quand même. Oui, c'était intensif, mais je savais pourquoi je le faisais. Une carrière d'athlète, on sait jamais combien de temps elle va durer. Oui, j'allais te demander, c'était un plan B au cas où. Voilà, il suffit d'une blessure et tout peut s'arrêter. Donc, je savais que je voulais faire des études. J'ai fait des études qui étaient assez générales, mais je pense que finalement, c'était le bon choix parce que j'adore le côté, la gestion de l'entreprise. Il y a énormément de similitudes entre le monde du business et le monde du sport. Et tout à fait. Et donc j'aimerais pouvoir, enfin je fais actuellement quelques liens avec des partenaires, mais dans le futur j'aimerais vraiment être un pont entre ces deux mondes parce que c'est deux mondes qui peuvent s'entraider et échanger sur beaucoup de choses. On va y revenir. Avant ça, est-ce que je peux te demander quelles valeurs tes parents t'ont inculquées qui sont vraiment importantes pour toi encore aujourd'hui? Alors je dirais la tolérance. Ça, je pense à ma maman qui m'a toujours appris à être tolérante et accepter les différences et aller vers les autres. Et puis, ne jamais abandonner. Donc, je me rappelle aussi que quand on commençait quelque chose, que ce soit un stage ou n'importe quelle activité, mes parents me disaient t'as commencé, tu termines. Et mon papa s'est lancé en tant qu'indépendant après 20 ans de carrière dans une entreprise. Ça a été très compliqué au début. Et le fait qu'il n'ait jamais abandonné et que maintenant ils réussissent en tant qu'indépendants, c'est des exemples en fait que mes parents m'ont donné, des valeurs qu'ils nous ont inculquées depuis le début, et ils nous ont prouvé que eux les incarnaient aussi. Et donc c'est sûr que c'est important d'avoir une bonne éducation et des belles valeurs pour aussi réussir. Est-ce qu'on peut parler de ton chéri? Donc tu es avec Kevin Borlé depuis 10 ans, plus de 10 ans? Plus de 10 ans, ouais. Vous êtes très discret. Est-ce que c'est voulu? Oui, en fait, c'est un peu notre cocon qu'on a envie de garder privé. On n'a jamais eu cette envie de rendre public notre relation. Alors, de temps en temps, on va peut-être mettre quelque chose sur Instagram. Souvent, c'est Winston, le dénominateur commun, notre chat. Ouais. C'est trop mignon. Mais sinon, non, on a toujours voulu garder ça un peu notre cocon et c'est notre petite bulle privée. Mais ça n'a jamais été un secret. Mais voilà, ça, c'est notre manière à nous de gérer notre relation. Mais c'est sûr que on a déjà vécu pas mal de chouettes expériences ensemble, notamment championnats internationaux ou les Jeux Olympiques où on a couru ensemble dans le relais mixte. Et puis il faut dire aussi que Kevin m'a apporté énormément et c'est grâce à lui aussi que j'en suis arrivée là aujourd'hui parce que j'ai pu apprendre énormément de lui. Étant donné qu'il est un peu plus âgé que moi et qu'il a une carrière qui a décollé beaucoup plus vite, j'ai pu vraiment profiter de toute son expérience. Votre rencontre? Sur la piste. Ça a été sur la piste, pas tout de suite. Foudre ou... Non, pas vraiment. Tu savais qui il était? Oui, je connaissais de nom. Oui. Mais j'avoue que quand il faut dire, Camille, toi tu viens de Tournai. Oui, je viens de Tournai et lui de Bruxelles. Ouais. Donc bien sûr, je connaissais de nom la famille Borlé. Mais quand j'ai intégré l'équipe, j'avoue que j'emmenais pas large parce que j'avais 18 ans. Ils étaient déjà à un très haut niveau. Et j'avais jamais été dans une équipe comme ça professionnelle. Je venais toujours de clubs un peu plus petits avec des bons coachs aussi, mais c'était pas une structure professionnelle. Donc ça a été un gros changement à 18 ans. Mais finalement, ça s'est super bien passé parce qu'ils m'ont tous accueilli, que ce soit Olivia ou tous les frères Borlé, Jacques, m'ont accueilli d'une super belle manière. Je me suis sentie assez vite à l'aise dans le groupe et ils ont vraiment l'envie de partager leur expérience et d'aider les autres. Et donc ça, je l'ai vraiment ressenti et j'ai pu profiter de tout ça et ça m'a permis clairement d'avoir la carrière que j'ai aujourd'hui. Et donc votre rencontre, vous voyez
sur la piste. Ça s'est fait au fur et à mesure. Toi, tu étais célibataire à ce moment-là? Quand j'ai commencé dans le groupe, non. Et puis, durant la première année, là, après, ça s'est terminé avec la personne avec qui j'étais à ce moment-là. Et puis, progressivement, avec Kevin, on s'est un peu rapprochés. Mais donc, oui, ça s'est fait assez naturellement avec la proximité finalement qu'on entretient, vu qu'on est beaucoup ensemble, on part en stage ensemble. Donc, forcément, ça crée des liens. C'est quelque chose qui a été toléré dans le groupe. Il n'y a pas eu de on n'a pas dû signer une charte avant pour dire qu'on pouvait pas. Mais je pense que c'était quand même une première dans le groupe qui est un couple. Et forcément, au début, c'était pas compliqué, mais on se disait est-ce que c'est bien de se lancer sur ce chemin-là parce qu'on sait pas ce que ça va donner. Maintenant, on était suffisamment matures tous les deux pour se dire que même si ça fonctionnait pas, on n'allait pas faire des crises ou des problèmes dans le groupe à cause de ça. Donc, je pense que dans tous les cas, on aurait été suffisamment intelligent pour que ça n'ait pas une influence négative sur le groupe. C'est quoi votre quotidien? Bon, maintenant, Kevin est retraité. Ouais, jeune retraité. Alors, votre quotidien dans le passé, c'était quoi? Vous entraînez ensemble? Vous leviez ensemble? Vous mangez ensemble? Enfin, vous étiez acolytes, quoi. Oui, c'est ça. Un peu 24 heures sur 24 ensemble parce que on faisait tout à deux. Donc, on se lève, on mange, on prend notre café, on va promener Winston. Et puis, on partait à l'entraînement ensemble, on s'entraînait ensemble, même si c'était pas... Bon, il y avait d'autres personnes, donc là, on voyait les autres membres du groupe. Puis, on revenait à la maison, on prenait le lunch. Alors, parfois, il y avait Joe ou Dylan qui venaient manger avec nous à la maison, parce qu'ils habitent pas loin, voilà. Et puis, l'après-midi, soit on repartait pour un deuxième entraînement, soit lui, il vaquait à ses occupations... soit de kiné ou juste se détendre. Moi, j'avoue que quand je suis en Belgique, j'adore aller voir soit de ma famille ou mes amis ou faire un peu de shopping. Donc voilà, on avait quand même des activités qu'on faisait pas, on faisait pas tout à deux. Lui, parfois, il allait voir ses amis, moi, j'allais voir mes amis séparément. Mais donc, on a trouvé un équilibre comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'on faisait beaucoup de choses ensemble. Quand on était en stage, forcément tout le temps ensemble aussi. En championnat, là, par contre, on dormait pas ensemble parce que j'avoue qu'en championnat, il y a beaucoup de stress. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Comment vous gérez ces périodes de stress? Oui, ça va quand on était à la maison ensemble, ça se passait plutôt bien, mais en championnat, la pression est encore un peu plus haute. Et donc, on est plus facilement irritable. Et on se disait, étant donné qu'on n'est pas tout à fait les mêmes sur la gestion du stress, lui, en fait, était mieux avec Joe, son frère jumeau. Ils se connaissent super bien et forcément, ils ont tout vécu ensemble aussi. Et moi, j'étais avec une de mes partenaires d'entraînement du relais, par exemple Cynthia. Et c'était finalement bien comme ça aussi. Donc, voilà, à part les championnats où on n'était pas dans la même chambre, sinon, c'est vrai qu'on passait énormément de temps ensemble. Il paraît que les athlètes pros, ils ont un ego important. T'as pas l'air comme ça. Surtout parce que tu fais du relais, je pense. Il y a tellement un travail d'équipe dans le relais que t'as pas l'air du tout d'avoir un ego genre surdimensionné. Mais c'est vrai que je pense que ça dépend des personnalités. Ouais. Moi, ce qui m'a toujours animée, c'est les choses en groupe. Ouais. Donc, on parlait des valeurs tout à l'heure. De pouvoir partager des choses avec quelqu'un, ça me procure plus d'émotions que de réussir seule. Et donc, c'est pour ça que je pense que les relais ont une place très, très importante dans mon cœur parce que finalement, j'éprouve plus de plaisir à réussir en groupe dans un projet commun que juste seule. Donc ça fait partie de ma personnalité. Maintenant, je pense qu'il y a une différence entre avoir un ego et être très compétiteur. Et donc, je suis très compétitrice et une fois que je suis sur la ligne de départ ou pour n'importe quelle discipline ou même n'importe quel jeu, j'ai envie de gagner. Mais il faut toujours avoir ce respect de l'autre, le respect de l'adversaire. Mais donc, je pense que j'ai un petit ego, mais ça va, il est bien géré. La préparation mentale, tu t'en parlais. Est-ce que t'es aidée pour ça? T'as un coach? Alors, pendant longtemps, non. Enfin, j'ai eu au tout début, quand j'avais 18 ans, justement, où j'ai démarré dans l'équipe, dans la team Borlée. Là, j'avoue que j'avais aucune notion du sport de haut niveau. Et il y avait un psychologue qui, là, m'a aidé un peu à structurer les choses. Donc ça, il m'a aidé sur quelques séances. Ensuite, j'ai travaillé avec une psychologue du sport pour le relais. Quand on a monté l'équipe de relais en 2018, on s'est dit que l'esprit d'équipe et avoir une concurrence saine au sein de notre équipe était super important. Et donc, on a travaillé en groupe à chaque fois. C'était des séances collectives avec toutes les cheetahs.
Et en individuel, j'avais plus vraiment travaillé avec un psychologue. Mais ici, je suis partie aux États-Unis et je me suis dit que j'avais envie de travailler sur certaines choses. Et donc, j'ai commencé, est-ce qu'on dit une thérapie? Je ne sais pas. Oui, un voilà. coaching, une thérapie. Voilà, un coaching avec un psychologue sportif américain. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et voilà. Je rebondis dessus maintenant. Du coup, raconte-nous un peu ce changement de partir aux États-Unis pour continuer ta carrière là-bas. Oui, en fait, après 13 ans ici en Belgique, dans une structure professionnelle, j'avais envie de découvrir autre chose. Donc ça vient de toi, en fait. Oui. C'est ton désir. Oui, exactement. J'avais envie, d'aller découvrir une autre culture. Donc clairement, je voulais partir loin. Et je me suis dit que les États-Unis, c'était un pays qui avait une culture sportive très très présente. On le voit dans les universités, c'est pas du tout comme en Europe. Et en plus, ils font partie des meilleurs du monde, surtout dans les épreuves de sprint. Toi, ta spécialité, c'est du 400 ? C'est du 400, mais maintenant, je me dirige vers le 800 mètres. Et donc, c'est un double changement cette année parce que j'ai déménagé donc vers les États-Unis, mais aussi j'ai changé de discipline. Sans pour autant laisser tomber le 400 mètres. Mais en fait, là, la différence, c'est que toute ma préparation va être concentrée sur le 800 mètres et plus sur le 400 mètres. Maintenant, j'espère que cette préparation 800 mètres va me permettre quand même de continuer à progresser sur 400. Ça, c'est l'objectif parce que, comme je l'ai dit, les relais, c'est quelque chose qui fait partie de moi et donc, je veux continuer à faire partie des cheetahs ou du relais mixte, mais la préparation est totalement différente. Et donc là, ça fait depuis mi-octobre que j'ai démarré avec le nouveau coach. Et ça se passe plutôt bien, mais c'est clairement différent de ce que j'avais l'habitude de faire avant. C'est dur ? C'est dur, mais c'est une douleur différente. La longueur, quoi, l'endurance est différente ? Il y a beaucoup plus de quantité. On va dire que quand plus de volume. Voilà, beaucoup plus de volume. Quand j'étais une sprinteuse pure, on faisait peut-être 5 km par semaine. Ouais. Ici, j'en fais presque 60. Donc, c'est vraiment une charge de travail qui est différente. Maintenant, au niveau des vitesses, c'est beaucoup plus lent. Parce que on fait un peu moins de lactique, en tout cas pour l'instant. Alors que sur 400 mètres, on commence quand même assez vite dans le lactique. On fait des trucs très rapides. Et donc, c'est une approche qui est différente. Et je suis curieuse, en fait, de voir ce que ça va donner. Mais c'est ça aussi qui m'attire, c'est le challenge. Ne pas savoir. On ne sait jamais à l'avance comment ça va se passer. Mais même si c'est quelque chose qui n'est pas commun de faire du 400 et du 800. Souvent, c'est 200-400 ou 400-400 et 800-1500. Donc, parce que le demi-fond et le sprint, c'est quand même deux choses qui sont assez différentes. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de coureurs de 4 qui montent. Enfin, il y a pas beaucoup. Il y a quelques coureurs de 4 qui montent sur 800. Donc, ça commence tout doucement à devenir un peu plus compatible. Mais avant, c'était très rare de voir des coureurs 400-800. Mais donc, moi, ça m'attire d'essayer quelque chose qui se fait pas forcément beaucoup. Et puis, tant que ça m'anime, que j'ai ce feu en moi et que je suis convaincue que je peux y arriver. En fait, ça, c'est la priorité. C'est y croire d'abord soi-même et puis s'entourer de personnes qui croient dans le projet également. Oui, j'imagine que tu dois être bien entourée. Ouais. Kevin, il est toujours ici et du coup, quelles sont maintenant ses activités ? J'ai un peu cherché en ligne en préparant l'interview. J'ai pas vu encore vraiment, il n'a pas vraiment annoncé ses projets. Non, donc pour l'instant, il cherche en fait ce qu'il va faire. Il avait d'abord besoin d'un peu de temps pour j'imagine. Décompresser et récupérer en fait de ces longues années de sport de haut niveau. Son corps en avait besoin, mais son esprit aussi. Il a quand même fait 5 Olympiades, c'est pas commun. Et donc il a vraiment pris le temps de se poser et profiter un peu juste du moment présent. Et là, tout doucement, il va mettre des projets en place, mais je ne peux pas dévoiler, ça sera la surprise. On va revenir sur toi, de toute façon, c'est ça qui m'intéresse réellement. Donc, oui, il se donne du temps, mais il a bien raison. Exactement. Suite aux JO, notamment, ou à d'autres grosses compétitions, vous avez senti un petit peu ce blues, ou toi, tu l'as senti, ce blues, cette petite dépression qui arrive parfois pour les athlètes de haut niveau ? Personnellement, je ne l'ai pas ressenti. Par contre, ce que j'ai ressenti, c'est après chaque grand championnat, c'est qu'on est dans une bulle quand on est en championnat et j'ai l'habitude de me couper de tout contact extérieur.
même avec ma famille, j'ai très peu de contact quand je suis en championnat parce que j'aime être dans ma bulle. Et donc, ce qui est spécial, c'est quand on rentre au pays, ben on redécouvre le monde normal avec les interactions et ça c'est un peu spécial. Mais donc j'ai pas vécu le blues, la dépression, mais c'est quand même toujours quelques jours quand on revient des championnats, déjà on est très fatigué, il y a la pression qui redescend et aussi ben on revient dans le monde normal et on n'est plus dans notre cocon, on va dire tout protégé, on a juste à s'occuper que de soi-même. Donc ça c'est un peu spécial, mais voilà, c'est l'histoire de quelques jours et puis on se remet vite dans le bain. T'es de nature solitaire parce que tu pars seule aux États-Unis, donc sans Kevin qui est ici. Ouais. C'est quelque chose qui a été compliqué à décider, enfin une décision difficile à prendre ou pas? De base, je suis pas du tout solitaire, mais avec l'âge, je le deviens. En fait, j'adore être indépendante. Et là, ce projet aux États-Unis, bien sûr, j'aurais préféré que Kevin et Winston viennent avec moi. Mais en fait, j'arrive à me plaire aussi là-bas seule parce que je sais pourquoi j'y vais. Et surtout, je sais que j'ai le soutien de Kevin et de mes proches. La chance que j'ai, c'est que quand j'ai parlé à Kevin de ce projet, tout de suite, il m'a dit, bah oui, il faut y aller, ça va être une expérience incroyable. Lui, il a vécu, il est parti 2 ans aux États-Unis à l'université. Et il m'a dit, c'est une expérience incroyable, juste pour l'expérience de vie, pour ton anglais, et puis pour le sport, l'aspect la sportif. progression, voilà. c'est ça. Donc, tout de suite, il m'a dit, waouh, vas-y. Et je pense que d'avoir une compagne ou un compagnon qui soutient les projets qui peuvent paraître un peu fous, c'est quelque chose d'essentiel aussi et c'est pas facile, mais lui l'ayant vécu et il sait ce que ça signifie d'atteindre le haut niveau et de vouloir atteindre ses objectifs. Il sait ce qu'il faut mettre en œuvre et donc j'ai de la chance qu'il me soutienne comme ça et qu'il m'a dit directement vas-y, let's go. Dans DAS, on parle souvent d'équilibre entre vie pro et vie perso. La tienne est tellement liée, enfin tout est lié autour de Camille Athlète. Est-ce que tu arrives à te ressourcer, à te retrouver toi? Oui, quand je suis en famille ou avec... T'es aussi quelqu'un de très famille. Hein. Oui. D'ailleurs, quand je me suis dit que j'allais partir aux États-Unis, dans ma tête, je me suis jamais dit je déménage aux États-Unis. En fait, c'est un peu ça, mais comme je reviens toutes les 6-7 semaines maximum, je reviens minimum 2 semaines en Belgique, je sais que pendant 2 semaines, je vais à nouveau avoir ma bulle d'oxygène avec toutes mes interactions sociales avec mes proches. Et donc ça me permet de tenir parce que j'ai ce besoin d'être en contact avec eux. Bon, heureusement, il y a le téléphone aussi. Donc ça, c'est plus facile. Mais c'est sûr que je suis quelqu'un qui est très proche de ma famille et j'ai besoin d'avoir cette interaction et ce soutien aussi de leur part. C'est important pour toi de les rendre fiers? Ça me fait plaisir. Maintenant, c'est pas un objectif. En fait, d'abord, je fais les choses pour moi parce que je le ressens et que j'ai cette envie. Et je suis super heureuse de pouvoir les rendre fiers. Quand d'ailleurs ils viennent à Paris, ou ils sont venus à Paris, je pense à presque 20, c'est au JO. Ouais, au JO, c'est génial de pouvoir vivre ces moments-là avec eux après la course et de savoir aussi qu'ils sont dans les gradins. Ça peut donner un boost, ça c'est sûr, parce que j'ai envie, de les rendre fiers et qu'ils passent un bon moment. Mais je sais que dans tous les cas, quoi qu'il arrive dans la course, ils seront fiers de moi, ils seront contents pour moi. Mais là, la course à Paris, elle s'est plutôt bien passée quand j'ai couru les séries. Et j'ai vraiment vu la fierté et le bonheur, en fait, qu'ils ont eu de partager ça tous ensemble et puis avec moi après la course. Et ça, c'est des moments qui restent gravés à jamais. T'es une femme et t'as 30 ans. Est-ce que tu ressens une pression sociale par rapport au fait d'être femme et potentiellement un jour ou pas maman? Pas du tout. En fait, dans la vie, j'ai l'impression que... moi, je me suis vraiment dit que mon objectif, c'est d'être heureuse. Et peu importe ce que les gens pensent. Et donc, bien sûr, on vit dans un monde où il y a certaines pressions sociales. Et il faut un peu se fondre dans la masse aussi, en quelque sorte. Mais en fait, là, tout est assez clair dans ma tête. Je sais pourquoi je fais les choses. Je sais où je veux arriver en tant qu'individu, en tant qu'athlète. Mais je sais aussi où je veux arriver dans ma vie de famille. Et c'est sûr que j'ai cette envie
qui est de plus en plus grande, d'avoir des enfants et de fonder une famille avec Kevin. Mais je sais aussi au fond de moi que j'ai des choses à faire avant parce que après, ce sera plus compliqué. Donc, je me laisse le temps d'aller jusqu'au bout de mon projet sportif. Et puis, quand je le sentirai, de fonder une famille. Mais c'est clairement un objectif personnel, oui. Parce que, comme je dis tout à l'heure, la famille est très importante et je rêve de pouvoir fonder ma famille également. C'est rédhibitoire si tu as des enfants. Est-ce que tu pourras plus continuer le haut niveau, selon toi? Non, je trouve que c'est pas rédhibitoire. Encore une fois, c'est si on a cette niaque qui est encore là, ce feu, si le corps le permet également, parce que ça dépend toujours comment l'accouchement s'est passé, comment le bébé est, s'il me laisse dormir ou pas. Donc ça dépend de plein de facteurs, mais moi je pense que c'est possible et c'est un challenge qui pourrait me motiver aussi parce que j'aime bien la difficulté et j'aime bien faire différent des autres. Donc, ça se fait quand même de plus en plus. Donc, pourquoi pas? Mais en fait, on verra bien comment mon corps, mon esprit, où j'en serai en fait au moment où je tomberai enceinte. Et voilà, je peux pas donner de réponse, mais je ne ferme aucune porte. On parle un peu de physique. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes, par exemple, tu vois, perdre tes règles ou quoi, parce qu'avec le tel taux de sport que vous faites, et aussi vous êtes tellement sèches, les femmes en tout cas, chez vous, vous êtes, enfin les hommes aussi bien sûr, mais les femmes, vous êtes sèches, vous êtes, c'est une boule de muscle quoi. Est-ce que tu as eu des problèmes pour garder tes règles régulières? Ben écoute, j'ai de la chance, non, j'ai pas eu de problème. Ce que j'ai juste fait, c'est en 2017, j'ai arrêté de prendre la pilule. Et j'ai commencé à faire vraiment des résultats en 2018. Alors, je pense pas qu'il y ait que ça comme facteur. Ouais. Il y a le fait aussi que j'ai arrêté mes études, enfin j'ai été diplômée. Oui. Donc il y a eu plusieurs choses qui ont fait que j'ai performé en 2018, mais j'ai quand même vu un changement dans mon corps quand j'ai arrêté la pilule, je suis devenue plus sèche. Mais depuis en fait, j'ai aucun problème. Après je suis pas l'athlète la plus sèche. C'est un objectif pour toi? Non, parce qu'en fait, là, je me sens bien dans mon corps. Je pourrais être plus sèche, mais je me dis que je suis parvenue à trouver un équilibre entre performance et ne pas être blessée aussi. Et c'est ça qui est difficile. Ouais. Hein. Donc, je pense qu'il faut trouver un équilibre. Et moi, j'ai trouvé l'équilibre physique, mental aussi, parce que c'est tout le temps se priver. Je pense que dans la longueur, ça va pas tenir non plus. Donc, c'est un peu à chacun à trouver sa façon de travailler. Donc là, on est en hiver et c'est pas encore trop grave si je suis pas trop sèche. Mais souvent, à partir de mois d'août, septembre, quand il y a les championnats, je suis plus sèche parce que déjà, il y a beaucoup plus de stress. Et puis, je fais peut-être un peu plus attention à ce que je mange. Mais là aussi, c'est une nouvelle dynamique parce que maintenant que je fais du 800, j'ai eu un call justement il y a 2 jours avec une nutritionniste qui m'a dit que étant donné que je faisais beaucoup plus de kilomètres, beaucoup plus de volume, je devais changer un peu plus, manger un peu plus de pain, de pâtes quand même pour donner plus d'énergie. Plus de féculents. Voilà, plus de féculents parce que je me dépense beaucoup plus qu'avant. Tu le sens toi? La fatigue? Je sens que c'est une autre forme de fatigue, mais je suis tellement habituée à la souffrance parce que le 400 c'est dur. C'est très dur. Que ici en fait c'est dur aussi, mais c'est pas plus dur que le 400. Donc en fait voilà, ça va, j'arrive à encaisser et pour l'instant mon corps arrive à tenir le coup aussi. Donc ça j'ai de la chance parce que c'est une charge d'entraînement qui est beaucoup plus grande sur les pieds, sur les mollets. Et donc, je touche du bois. J'espère que ça va continuer. Mais on y a été vraiment crescendo. C'est ça qui est chouette avec le coach, c'est qu'il adapte les entraînements, les séances pour moi. Quand les filles font par exemple 12 fois 400, moi je vais faire que 8 fois 400 parce que je suis pas encore prête à encaisser le volume qu'elles peuvent encaisser vu que c'est les débuts, c'est le début pour moi. Mais donc voilà, c'est quand même des changements et il faut pouvoir adapter un peu sa façon de manger pour justement ne pas se blesser. En janvier, je pars en stage d'entraînement en altitude. Là, la nutritionniste m'a prévenu aussi qu'il fallait que je mange un peu plus parce qu'étant donné qu'il y aura moins d'oxygène, il faut que je donne à manger, faut que je donne du carburant à mon corps. Sinon, en fait, je vais être fatiguée, je vais pas pouvoir encaisser les entraînements. C'est difficile entre performer et pas se gaver non plus. Enfin, tu vois. Ouais. C'est quoi toi ton rapport à l'alimentation?
Il est assez bon. Là encore, c'est Kevin qui m'a un peu formée à ce niveau-là, parce que lui, il avait cette habitude de manger sainement, protéiné, des légumes frais. Bon, nous, à la maison, on a toujours mangé aussi sainement, mais je faisais pas forcément attention à l'apport en protéines. Et donc, de pouvoir vivre en fait avec un athlète de haut niveau, j'ai aussi appris à vivre sainement, à manger sainement. Mais donc, mon rapport à la nourriture est assez bon. On mange de tout. On essaie juste de prendre à chaque fois des produits frais, forcément. Mais j'ai pas l'impression de me priver. Même par rapport à l'alcool, par exemple, ça ne me procure aucun plaisir de boire un verre d'alcool. Je vais tout aussi... je vais prendre du plaisir avec un bon jus. Donc, voilà, c'est juste des habitudes. Et oui, j'ai pas l'impression de devoir me priver. On te pèse pas, on te mesure pas. Voilà, c'est cool, en fait, avec des athlètes. Oui, en fait, tant qu'il n'y a pas de problème majeur, ouais. Je pense qu'il faut pas en faire un problème. Ouais. T'as déjà vu ça dans le sport, toi? D'autres filles qui sont vraiment un peu dans l'excès, peut-être l'anorexie, peut-être des troubles du comportement alimentaire, parce que... C'est vrai qu'il y a des athlètes qui font très très attention à ça, qui se pèsent régulièrement. Ou la bigorexie, en fait, le fait de faire trop de sport. Oui. Trop de sport. Ça doit exister. Après, voilà, moi, ça n'a jamais été trop mon cas. Parce que tant que je me sens bien dans mon corps et que ce n'est pas un frein à mes performances, le jour où mon coach me dit « Camille, il faudrait que tu perdes un peu de poids parce que ça va te permettre de gagner des dixièmes de seconde », ben alors je ferai certainement peut-être plus. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, je crois que j'ai trouvé l'équilibre. Tout est une question d'équilibre. Et il y a des athlètes, c'est vrai, qui font plus une fixation là-dessus. Et ça peut parfois avoir des conséquences ou pas. Hein. Ça dépend toujours il y a plein de facteurs, ouais. Et vous êtes encadrés à ce niveau-là, vous, les femmes, côté hormones, côté poids, côté... Pas les hommes, en fait, parce que c'est pas lié forcément aux femmes. Les troubles du comportement alimentaire, ça peut être aussi des hommes. Oui, mais on n'est pas vraiment entouré, mais on pourrait l'être. Je pense que si on fait la demande, on nous orientera vers quelqu'un. Mais sinon, voilà, on n'a pas régulièrement des contacts avec le nutritionniste. Maintenant, moi, là, dans ma nouvelle structure, je pense que j'aurai des contacts plus réguliers parce que ça fait partie de cette nouvelle structure où il donne vraiment accès à nutritionniste, psychologue du sport. C'est un vraiment tout. Un encadrement holistique, quoi. Voilà, pluridisciplinaire. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous sortir comme résultat. Moi aussi, j'ai hâte. J'ai quelques petites questions un peu perso. On dit souvent, quand on veut, on peut. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Je suis d'accord. Parce que quand j'ai un objectif en tête, je ne vais pas m'arrêter tant que j'ai pas réussi ou atteint mon objectif. Et bien sûr, parfois, il faut changer un peu de direction pour pouvoir atteindre l'objectif. Il faut pouvoir s'adapter et être flexible. Mais ça fait vraiment partie de moi. Si j'ai décidé quelque chose, je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas obtenu ce que je veux. T'as déjà été confrontée à l'échec? Oui, de nombreuses fois. D'ailleurs, le sport, c'est une belle école de vie parce que ça nous apprend plein de compétences en fait qui servent après dans la vie de tous les jours. Déjà, il y a la gestion du stress, le travail en équipe, faire face à l'échec. Et moi, j'ai quand même beaucoup, quand je regarde toutes les courses que j'ai faites dans ma carrière, je vais dire que 85% des courses, c'était des déceptions. Mais les 15% de réussite, en fait, prennent le dessus parce que c'est des émotions tellement grandes et quand tu arrives à atteindre ton objectif ou à même dépasser ton objectif, ça efface tous les échecs que tu as pu avoir avant. Et donc, pour en revenir à ta phrase, quand on veut, on peut, même si on peut trébucher et tomber de nombreuses fois avant d'atteindre l'objectif, je pense qu'il faut jamais lâcher parce qu'en tout cas, moi, dans le sport, ça s'est toujours passé comme ça. Je suis beaucoup tombée et il a fallu du temps avant d'y arriver. Mais finalement, j'ai atteint le rêve d'aller aux Jeux Olympiques et maintenant j'ai un nouveau rêve sur 800 mètres et j'arrêterai pas tant que j'aurai pas atteint cet objectif. C'est quoi l'objectif? Alors, première? Alors ça serait vraiment beau, mais je dirais que c'est d'abord un objectif personnel. C'est tester mes limites sur une nouvelle discipline, sur un nouveau défi. Parce que là, je démarre quelque chose où je connais pas du tout, j'ai pas de repères. Et j'ai envie vraiment de creuser et de voir où est-ce que je peux aller, où est-ce que je peux jusqu'où je peux pousser mon corps et mon esprit.
Et c'est sûr que le rêve, c'est de pouvoir faire partie des meilleurs du monde en individuel. Parce qu'en relais, on a toujours fait partie du top 8. Alors bien sûr, j'aimerais avoir une médaille olympique ou mondiale aussi en relais. Mais on va dire qu'en relais, on fait déjà partie des meilleurs du monde. Et maintenant, j'aimerais faire partie des meilleurs du monde aussi en individuel pour être vraiment une athlète complète. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais voulu donner à toi, à 14 ans, qui commence? Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais voulu partager? Ben, je dirais qu'avec le recul, ça en revient un peu à ce que j'ai dit avant, c'est jamais abandonner. En fait, persévérer. Parce qu'il y a eu de nombreux moments où je me posais comme des questions en me disant, mais à quoi bon? Oui, à quoi bon? Pourquoi? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer? Parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas des sacrifices, mais ça demande quand même une vie un peu spéciale, un peu décalée. Il y a un moment, d'ailleurs, juste avant de performer, je m'étais dit, c'est la dernière année où j'essaye. Parce qu'après, je vais devoir travailler. Mes parents vont pas continuer à vie à financer mes stages. Voilà, on est quand même responsable. Et si je pouvais pas continuer à vivre cette vie, si je pouvais pas, si je n'étais pas rémunérée pour ça. Et donc, je dirais le meilleur conseil, mais pour tout le monde, c'est quand vous avez un rêve et quelque chose qui vous anime vraiment intérieurement, c'est de jamais rien lâcher et se donner les moyens pour y arriver, parce que ça va pas tomber tout seul. Mais être bien entouré et y croire jusqu'au bout. Et à un moment, ça va payer. Quelle est la place des réseaux sociaux pour toi aujourd'hui? Tu as une communauté qui a grandi, j'ai l'impression, extrêmement vite. On sait à quel point c'est difficile maintenant de grandir, par exemple, sur Instagram. Oui, c'est vrai qu'au début, j'ai commencé comme tout le monde, juste pour partager mes expériences avec mes amis. Et puis, au fur et à mesure, les followers sont venus petit à petit. Et je me suis dit que, j'ai remarqué qu'ils étaient intéressés par mon histoire et mon parcours sportif. Et donc, c'est ce que j'essaye maintenant de faire, c'est raconter mon quotidien et partager des expériences. Puis, c'est sûr que maintenant, les réseaux sociaux, c'est à travers ça aussi qu'on peut avoir des partenariats. Et donc, c'est une plateforme qui permet de s'exprimer, mais aussi d'échanger. Et donc, ça fait partie vraiment maintenant de la vie des athlètes, en tout cas ceux qui jouent le jeu. Mais donc oui, ça prend du temps, mais moi je prends quand même du plaisir à raconter mon histoire et à essayer de mettre en avant aussi notre sport. Oui, parce que tu l'incarnes, tu es un peu ambassadrice. En tout cas, en Belgique, tu fais beaucoup, même pour les jeunes, de présenter de l'athlétisme. Et franchement, tu as un rôle modèle, je pense, pour pas mal de filles, en tout cas. Les réseaux sociaux, pour toi, ça fait partie de ton travail? Maintenant, oui. Okay. Au début, non. Mais maintenant, ça prend quand même du temps. Et j'essaye de proposer un contenu quand même chouette et un peu pro. Et du coup, ça prend du temps. Je vais pas poster tout et n'importe quoi. J'essaye quand même qu'il y ait une cohérence. Donc oui, maintenant, ça fait partie de mon boulot d'être aussi active sur les réseaux sociaux. Mais je ne force jamais les choses. Je veux juste raconter mon histoire. Et puis, si les gens trouvent ça intéressant, tant mieux. S'ils peuvent être inspirés par ça, tant mieux. Mais je vais pas, en fait, essayer d'inspirer. C'est mon but, c'est juste raconter ce que je fais. Et puis si ça touche et que ça plaît, tant mieux. Et si pas, c'est pas grave. T'es encadré pour ça avec une agence ou une personne à qui tu peux poser des questions pour quoi dire ou comment le dire, parce que t'es tellement public que chaque mot peut être interprété ou tu sais, c'est toujours touchy un peu. Oui, je ne travaille pas avec une agence, mais j'ai un manager qui m'aide. Je lui demande souvent conseil avant de publier. Surtout, c'est des collabs. Oui, il faut demander conseil. Faut que ce soit validé. Voilà, quoi. Exactement. Donc, quand j'ai un doute, je demande. Mais sinon, j'essaye souvent de produire par moi-même parce que comme ça, c'est très authentique. C'est les sponsors qui vous payent majoritairement ou comment vous... On a la chance en Belgique d'avoir quand même un système où une fois qu'on atteint le top 8 mondial, on a un contrat. Et donc, moi, je suis sous contrat avec Sport Vlaanderen. Et donc, j'ai un contrat d'1 an. Et à chaque fois, il est renouvelé si on a atteint l'objectif ou pas, qui est ce top 8 mondial. Donc, c'est bien parce que ça permet d'avoir un salaire mensuel pendant 1 an. Mais en même temps, il faut performer. Et 1 an, ça laisse pas... si on performe pas, ils peuvent nous le retirer. Ou s'il y a une blessure, parfois, ils laissent quand même, ils prennent en compte
tout le contexte. Mais allez, je pense qu'on est quand même dans un pays où le sportif de haut niveau peut s'en sortir grâce à ces aides. Maintenant, c'est sûr que les partenariats avec des entreprises vont aider à combler les trous que forcément la fédération ne peut pas prendre en charge. Donc, c'est important, je pense, de pouvoir s'entourer de partenaires pour de un, payer des coûts qui sont pas remboursés, ou de deux, préparer l'après-carrière aussi, parce que c'est important. Et puis de trois, je trouve que l'échange qu'on peut avoir avec les entreprises est très enrichissant aussi, au-delà de l'aspect financier, de pouvoir échanger, d'avoir des contacts avec des entreprises. Ça met déjà un pied, en fait, dans le monde des affaires. Et donc, je pense que c'est très enrichissant pour tout le monde. Quel est ton rapport à l'argent? J'accorde pas beaucoup d'importance à l'argent, parce que déjà l'athlétisme, c'est pas un sport qui rapporte, à moins d'être vraiment dans le top mondial. Et donc, si je dois faire le coût de tout ce que j'ai dépensé pour mon sport et de ce qui m'a rapporté, je pense que je suis en déficit depuis le début. Mais en fait, c'est pas grave, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai la chance de vivre de ma passion, et ça me rend heureuse. Donc, pour moi, c'est le plus important. Et c'est sûr que c'est confortable d'avoir là le salaire avec Sportland de Run, maintenant j'ai la chance d'avoir des partenaires qui me suivent, qui me soutiennent. Donc voilà, je peux vivre de ça, mais c'est pas ça qui m'anime. C'est d'abord mon sport, et puis tant mieux si je peux avoir un peu d'argent grâce à ça. Mais c'est avant tout cette passion et cette envie de me dépasser et de repousser mes propres limites. Tu l'as dit tantôt, la famille, c'est important pour toi et ça te ressource. Est-ce que, néanmoins, t'as dans ta journée un petit moment qui te fait du bien, un petit moment pour toi? Ma pause café. Ouais, t'as café, alors Ouais. team café. C'est ça, c'est soit le matin, donc après le petit déjeuner, ou après le lunch. C'est un moment où je me mets dans mon canapé. Désolée, je reviens avec Winston, mais c'est avec Winston. C'est ton fils. Hein. Ouais. Et donc, c'est un moment détente où je suis juste là et je profite du moment et relax. Et mon café, je peux pas le boire en vitesse. C'est synonyme d'un moment relaxant et apaisant. Et le meilleur moment, en fait, c'est quand je suis juste chez moi, dans mon canapé, au calme, et que je prends mon café tranquillement. Café noir? Souvent, c'est cappuccino quand même. Ouais. Petit plaisir. Ouais. Comment tu gères la pression? Tu performes sous pression? C'est un peu bizarre parce que mes meilleures courses sont les courses où j'ai été le plus stressée, mais en même temps, c'est désagréable. Parfois, je me dis, mais pourquoi je fais ça? C'est horrible. Et notamment, par exemple, les Jeux Olympiques, où l'année passée, donc en 2024, la course où j'étais la plus stressée, c'était aux Bahamas, où on jouait notre qualification pour les Jeux, justement. Et j'avais pas fait un super stage juste avant, donc j'étais pas en super confiance. Et on tombe dans une série avec des grosses équipes. Et en plus, je suis 4e relayeuse, donc c'est-à-dire que tu finis la je course. termine. Ouais. Et donc, je me retrouve avec les avions de chasse des autres pays, n'ayant pas la confiance et tout. J'étais pas bien. Franchement, j'étais vraiment pas bien. Horrible pendant toute la journée, même au point de à peine savoir manger. Et finalement, la course se passe super bien. Et donc, je me dis, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir besoin de cette pression qui est tellement désagréable, mais qui finalement me fait performer. Donc voilà, je crois qu'elle fait partie de... Bon, ça dépend, il y en a qui l'ont moins, mais je pense qu'on a tous un peu de stress forcément avant une course. Mais je pense que j'ai vraiment besoin de ressentir ce stress pour performer. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose à la personne qui partage ta vie? Merci. Merci déjà de m'avoir apporté tout ce qu'il m'a apporté, parce que c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. Et je lui dis toujours, t'es mon modèle, pour rigoler. Et il rigole, mais c'est vrai, en fait. Il a toujours été 4e relayeur à faire des finishes incroyables. Et moi, c'est toujours ce que j'ai voulu reproduire aussi, parce que il m'a donné tellement d'émotions quand il courait
que j'avais juste envie de faire comme lui. Donc déjà, merci pour tout ce qu'il m'a apporté et puis merci de juste me donner tout le bonheur au quotidien. C'est un plaisir de partager tout ça avec lui et j'ai hâte en fait de découvrir ce nouveau chapitre qu'on va écrire ensemble où lui va se lancer dans d'autres projets. Moi, je serai toujours athlète, puis j'ai hâte de pouvoir fonder une famille avec lui. On a encore tellement de belles choses à vivre ensemble. Mais donc, merci, c'est tout. Qui t'appelle quand t'as besoin d'un conseil? Mes parents. Vraiment, mes parents sont mes deux piliers et ils sont très différents. Mais du coup, ça permet d'avoir deux opinions différentes ou pas. Mais donc, eux, c'est vraiment les références pour tout sujet. J'ai besoin d'avoir l'avis de mes parents. T'es proche de ton frère et ta sœur? Oui, très proche. On se voit un peu moins souvent parce que eux sont dans la région de Tournai. Mais oui, on est en règle générale, je suis très très proche de ma famille, même mes grands-mères. J'appelle tous les jours ma grand-mère presque parce que en fait, il y a une des deux grand-mères qui a des problèmes de santé et qui peut plus vraiment sortir. Et du coup, c'est son petit plaisir aussi, les petits enfants. Et donc j'essaie d'être beaucoup en contact. Elle garde de temps en temps Winston quand on part en stage ou à l'étranger tous les deux. Alors elle adore. Mais donc oui, je suis très très proche de ma famille et aussi de mes amis. J'ai pas beaucoup d'amis parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de temps. Mais le peu d'amis que j'ai, ça fait partie maintenant de ma famille aussi. Et c'est comme des sœurs. Qu'est-ce que t'aurais voulu faire si t'étais pas athlète? Une femme d'affaires. Non, parce que en Business dans le sang. Ouais, c'est j'adore en fait avoir un projet, peu importe, même si c'est pas dans le sport, quelque chose qui m'anime et puis devoir mettre en place tout le processus pour y arriver. Donc je pense qu'après ma carrière d'athlète, j'aurai un ou deux projets, je sais pas encore lesquels, où je pourrais me donner à fond et essayer d'atteindre certains objectifs et essayer de faire grandir, créer quelque chose. C'est difficile à vivre ta notoriété au quotidien? Non, parce que je suis pas très connue. On te reconnaît quand même, non? Après les championnats, un peu plus, parce qu'on nous a vus à la télévision. Et quand t'es avec Kevin d'office? Ah, Kevin plus, ouais. Kevin, lui, il est plus connu et il se fait plus ou moins reconnaître. Mais non, parce qu'en fait, en Belgique, on n'est pas des grandes stars et donc on nous embête pas. Donc non, c'est pas difficile à vivre. Est-ce que tu as un mantra ou une citation que tu voudrais nous partager? Ouais, je dirais If you don't believe in magic, you will never find it. T'aimes bien? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très inspirant. Je vais terminer par 2 petites questions. Est-ce que tu peux nous partager ton rituel beauté? C'est simple. Attends, parce que toi, c'est simple. Ah ouais. Parce qu'attends, quand je te vois sur caméra et tout durant tes courses, trop belle, quoi. C'est quoi le tips? Comment vous faites? Vous vous maquillez? Enfin, toi, particulièrement, t'es hyper rayonnante, t'es toujours bronzée. Ah oui, mais ça, c'est grâce au stage. Parce qu'on fait souvent des stages à l'étranger où il fait chaud. Donc, le bronzage, c'est pas de l'auto-bronzant, c'est le soleil. Quand je suis... Et puis, on est tout le temps dehors. Oui, c'est ça. Donc, quand il fait beau, voilà. D'ailleurs, tu devrais voir mes pieds, ils sont tout blancs. Parce que quand je bronze, en fait, je suis en basket. Donc, ça, c'est moins sexy. Mais non, rituel beauté, c'est vrai que on accorde quand même de l'importance à l'apparence. Et ça, en tout cas, moi, ça me donne un boost. Que ce soit la beauté, les cheveux, le maquillage, même les vêtements. Quand je me sens les tenues, bien, voilà, les tenues. Et donc, moi, c'est assez simple parce que je suis pas très calée là-dedans. D'ailleurs, tu me verras souvent avec la même coiffure parce que j'attache mes cheveux juste pour qu'ils ne soient pas dans mes yeux. Et puis maquillage, je fais juste un petit trait d'eyeliner et du mascara, mais je mets même pas de fond de teint parce qu'en fait, quand il fait chaud, mais c'est ça, avec la transpiration, j'allais vous demander. c'est désagréable. Et donc pas de crème solaire? Si, ça, je peux mettre de la crème solaire, ouais, mais pas, je commence pas à mettre des couches de fond de teint ou, déjà, j'aime pas parce que j'aime bien faire respirer ma peau. Mais aussi, c'est désagréable si on transpire et j'ai pas envie, en fait, de m'occuper de ça avant une course. Non. Et parfois, ça m'impressionne parce qu'il y a des filles qui sont en chambre d'appel et qui mettent du rouge à lèvres en chambre d'appel. Et, il y a aucun jugement là, franchement, mais je me dis bravo parce que moi, j'ai pas du tout la tête à ça. Mais de plus en plus, on voit des athlètes qui sont surlookés, quoi. Les ongles. Mais je pense que parce que quand on est en championnat, on peut pas choisir notre tenue parce qu'on est dans l'équipement belge, enfin dans l'équipement du pays. Le maquillage, les cheveux, les ongles, c'est le seul moyen de se différencier. Il n'y a pas de limite? Non. Enfin, en tout cas, je n'en connais pas. Non, je pense qu'on peut faire ce qu'on veut.
D'ailleurs, tu vois souvent des athlètes avec des os très très longs. Je sais pas comment elles font pour soit prendre le relais ou se mettre dans les blocs. Mais ouais, donc je pense que parce que c'est le seul moyen de se différencier, de montrer un peu sa personnalité, voilà. C'est souvent comme ça que tu vois les différences de caractère et de personnalité. Mais bon, moi, j'avoue que je préfère rester simple. Voilà, mais ça dépend de chacun. Tu aimes le développement personnel? Oui, parce que je trouve ça incroyable, en fait, de voir jusqu'où on peut aller et de pousser dans certaines directions. Parfois, on pousse dans une direction et on se rend compte que c'est pas pour nous et donc on va dans une autre. Mais quand je repense à la Camille d'il y a 10 ans, je suis plus du tout la même. Et je trouve ça fascinant, en fait, de voir tout le chemin parcouru. Et en fonction des portes que tu ouvres, du chemin que tu vas prendre, au final, ouais, ça peut prendre des directions auxquelles tu n'avais pas pensé. Les États-Unis, l'année passée, j'avais pas vraiment pensé. Je savais juste que j'avais envie de me concentrer un peu plus sur le 800 mètres, mais je savais pas dans quelle infrastructure je voulais évoluer. Et puis c'est finalement en appelant quelqu'un qui m'a mis en contact avec une autre personne et je me suis retrouvée à Atlanta, alors qu'à aucun moment je connaissais ce club à Atlanta avant. Et je trouve ça cool de par les rencontres qu'on fait et des choix qu'on fait, en fait, après on a ce développement personnel et ce qui est magnifique, c'est de pouvoir trouver cet équilibre où tu es heureuse dans ton boulot, t'as un épanouissement professionnel, t'as un épanouissement dans ta vie familiale, avec tes proches, épanouissement en tant que femme aussi. Et ça, je pense que c'est le vrai objectif de la vie, c'est pouvoir trouver cet équilibre et être heureux dans ce que tu fais, peu importe ce que tu fais. Tout à fait. Je rebondis sur une dernière question, et après je me tais. T'as déjà eu des moments où t'étais un peu dans le cercle infernal, un peu dans le noir, un peu dans le brouillard, où tu vois, tu ruminais, où tu disais vraiment des moments un peu down. T'en as eu? Oui, je dirais que c'était justement quand j'avais 18-19 ans. J'avais pas vraiment confiance en moi. Je savais pas encore trop qui j'étais, on va dire. Et c'est pas forcément facile d'être au quotidien avec des gens qui sont super successful. Mais en fait, finalement, ça m'a motivée, ça m'a montré que c'était possible. Et ça m'a permis de me développer et de m'endurcir. Et donc, je pense que quand on a des moments où on n'est pas très bien, c'est une force de pouvoir s'entourer de gens qui réussissent et qui montrent que c'est possible et qui ont déjà compris des clés que toi, tu n'as pas encore compris. Et donc, voilà, je suis très reconnaissante pour, encore une fois, tout ce que la famille Borlée m'a apporté, parce qu'ils m'ont permis vraiment d'oser rêver. Parce que j'ai vu que c'était possible quand tu côtoies des gens qui sont en finale olympique ou sur des podiums, tu te dis waouh, si eux peuvent le faire, moi aussi. Et donc, je trouve que quand on a des moments un peu de doute et de difficulté, c'est important d'être entouré par des personnes qui vont vous permettre de garder espoir et vous montrer que c'est possible, que ça va pas forcément être facile tous les jours, mais que c'est possible d'y arriver avec du travail et encore une fois en étant entouré par des personnes qui vont donner une bonne énergie. Pour finir, est-ce qu'il y a un dernier conseil que tu pourrais partager qui, toi, t'a servi, qui est peut-être un mentor qui t'a donné un conseil, ça avait l'air de rien et en fait, ça a changé toute ta vie? Je dirais être très honnête. Envers soi-même? Les deux. Envers les autres, mais envers soi-même. J'ai remarqué que tout ce que j'avais envie de faire, et même si parfois c'était contraire à ce que d'autres personnes voulaient, quand on est honnête et qu'on communique pourquoi on le fait, et qu'on est aussi à l'écoute de l'autre, parce que c'est pas grave de pas être d'accord avec quelqu'un. Il faut pas essayer toujours de convaincre l'autre personne d'être d'accord avec soi. Mais de juste être honnête avec soi-même et puis pouvoir communiquer les choses aux autres en étant honnête avec eux-mêmes, je pense que ça peut mener loin, parce que quand les gens se rendent compte qu'on est honnête, déjà ils font confiance et on a une crédibilité. Donc voilà, je dirais l'honnêteté. Merci beaucoup Camille. Avec plaisir. C'était passionnant. Un grand merci pour ta franchise et ton authenticité. Merci, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace.
Si cette conversation vous a plu, il y a quelques façons simples de m'aider à faire grandir ce podcast et donc à attirer toujours plus d'intervenants de qualité. Premièrement, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Ensuite, vous pouvez par exemple partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vous qu'Audace peut toucher toujours plus de monde. Et enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. J'adore échanger avec vous via ces canaux et avoir l'opportunité de vous faire découvrir les coulisses de ce métier. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Audace Podcast ou encore sous mon propre nom, Chloé Genico. Je vous remercie infiniment et à très vite pour de nouveaux épisodes.